bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire, ma petite expérience par rapport à la danse. Je vais vous montrer comment la danse m'a transformée, comment la danse m'a donné confiance en moi, comment la danse m'a appris à avoir confiance en moi, en ma personne et en mon corps, et comment la danse m'a vraiment appris à explorer l'espace, à prendre ma place, à montrer vraiment que j'existais et que j'avais ma place comme tout le monde. Alors, moi, j'ai commencé la danse à l'âge de 6 ans. J'ai commencé la danse à l'âge de 6 ans et c'est ma maman qui est venue me voir et qui m'a dit Lucie, est-ce que tu aimerais prendre des cours de danse? Parce qu'actuellement, il y a une dame qui donne des cours de danse classique. Une dame qui donne des cours de danse classique et j'ai pensé que la danse classique te ferait du bien pour ton maintien, pour ton corps et que tu serais mieux, tu serais moins déprimée à l'école et que ça irait beaucoup mieux pour toi si tu faisais de la danse classique. Alors, c'est vrai que quand ma mère m'a proposé ça, au fait, j'avais 6 ans, j'étais jeune et je me rappelle que j'étais une enfant un petit peu déprimée par l'école. Je ne sais pas pourquoi, mais je supportais très mal l'école, mais c'était pas par rapport à mes camarades de classe, parce que je m'entendais très bien avec mes camarades de classe et j'avais pas de problème du tout avec les élèves. Mais c'était plus, je dirais, peut-être au niveau de l'ambiance de l'école, au niveau peut-être des maîtresses. C'était une ambiance un peu mélancolique au fait et je me sentais pas, j'avais l'impression d'être dans une école un peu militaire au fait. C'était une ambiance un peu militaire, voilà, un petit peu carrée. Et c'est vrai que moi, en tant qu'enfant, aller dans une école comme ça, c'était très dur pour moi. Parce que j'avais vraiment besoin de liberté et j'avais plus des maîtresses, je disais vraiment, pour moi, qui m'enlevaient ma liberté, quoi, qui m'imposaient trop de choses pour mon âge, pour une petite gamine de 6 ans, pas faire ça, se tenir comme ça, pas parler en cours, enfin, vraiment, quand on est un enfant, bon, c'est très difficile parce qu'on a besoin de vivre, on a besoin de s'exprimer, surtout à 6 ans. Et donc, moi, ces cours de danse classique m'ont fait vraiment du bien. Et donc, ma mère me propose d'aller prendre des cours de danse classique. Et moi, au fait, je voulais pas y aller parce que la danse classique, j'avais écouté de la musique classique, mais par contre, j'avais jamais entendu parler vraiment de la danse classique parce que, surtout qu'à l'époque, j'étais en Afrique. J'étais en Afrique, donc j'entendais plus parler de danse africaine, mais la danse classique, franchement, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire même en tant que métisse et en tant qu'africaine, je me disais en tant que métisse, en tant qu'africaine, qu'est-ce que je vais aller faire dans un cours de danse classique, quoi. Enfin, je veux dire, pour moi, c'était complètement ridicule. Je me disais, est-ce que tu crois vraiment que je dois y aller, tout ça? Et ma mère, elle m'a dit, oui, mais vas-y, ma fille, ça va te faire du bien, tu vas t'éclater et tout ça. Et donc, j'arrive à mon premier cours de danse classique. Et à ma grande surprise, ça se passe très bien. J'ai un professeur, ma prof de danse, c'est une Française qui vit en Côte d'Ivoire. Et c'est une dame qui est très gentille en tout cas, vraiment. Je suis bien accueillie dans mon cours, il n'y a pas de souci. Alors, au niveau des danseuses, au fait, on n'est que des petites filles. Donc moi, j'ai 6 ans, donc on est des petites filles entre 6, 8 ans et 9 ans. Et on est déjà pas mal doués parce qu'on fait déjà pas mal de figures de danse classique, hein, pas mal de choses. Et alors moi, au fait, quand j'ai commencé la danse classique à l'époque, on n'était que deux Africaines, au fait. On n'était que deux Africaines dans le cours, il y avait moi et il y avait une Sénégalaise de Dakar qui habitait en Côte d'Ivoire et elle aussi qui s'était inscrite en danse classique. Donc elle, c'était une Sénégalaise, moi, c'était pas c'était pas une métisse au fait, c'était une fille mais complètement noire au fait. Voilà. Moi, j'étais un peu plus claire à côté d'elle. Et au fait, on était les deux Africaines du cours et toutes les autres filles du cours, c'était que des Européennes au fait. C'était que des Européennes, même que des filles blondes. Et donc du coup, au départ, on se sentait un petit peu décalé vis-à-vis de ces danseuses parce qu'on se disait, mais on est dans un groupe de danse, on n'est que deux Africaines. Et puis finalement, on s'est vite adapté et ça s'est très bien passé. Les filles étaient sympas avec nous, il n'y a pas eu de problème. Et la prof aussi était sympa et on ne nous a pas fait remarquer qu'on arrivait dans un cours de danse classique, hein, que c'était pas fait pour nous, que la danse classique c'était que pour les filles blanches. Franchement, on n'a pas eu ce regard. Voilà, on n'a pas eu ce regard désobligeant qu'on peut trouver peut-être même dans certaines écoles de danse. Hein. C'est vrai que des fois, quand il y a certaines écoles de danse,
Certaines écoles de danse, quand vous êtes un peu foncé, hein, vous arrivez, on vous regarde comme si vous arriviez de je sais pas quelle planète. Mais nous, en tout cas, franchement, nous, on n'a pas eu ce problème. Moi, j'ai pas eu ce problème. Et ma copine sénégalaise, qui elle également était la seule noire de tout le cours de danse, était très bien acceptée dans le cours. Il n'y a pas eu de soucis. Ben, parce qu'on a eu la chance aussi de tomber peut-être sur des personnes qui étaient ouvertes d'esprit, hein, qui étaient ouvertes d'esprit et qui ne jugeaient pas les gens par rapport à leurs origines ou à leur apparence ou à leur couleur. Et donc vraiment l'ambiance était géniale et c'est ainsi que j'ai commencé mes premiers cours de danse classique. En tout cas ça m'a fait vraiment du bien, ça m'a donné de l'assurance, ça m'a vraiment transformée. Ça m'a appris à être plus forte émotionnellement, vraiment, à parler plus, à être plus à l'aise dans mon corps. Et vraiment, c'est incroyable comment la danse classique a vraiment transformé ma vie. Donc, ben c'est ainsi que la danse classique a transformé ma vie. J'ai commencé la danse classique à l'âge de 6 ans. Je ne m'attendais pas du tout à commencer la danse classique parce que du fait que j'habitais en Afrique, j'entendais plus parler d'autres danses africaines, mais la danse classique, faire de la danse classique en Afrique, pour moi, c'était impossible. Jusqu'au jour où ma mère m'annonçait, oui, qu'il y a un prof de danse qui donne des cours de danse classique à Abidjan, au quartier du Plateau. Et je me rappelle au fait que mon père m'emmenait à la danse classique. C'est mon père qui était chargé de m'emmener à la danse classique, je crois, tous les jeudis après-midi, j'allais à la danse classique. Et j'avais une amie, une petite voisine qui s'appelait Mélanie, qui partait aussi, qui allait à la danse classique avec moi. Une petite amie qui s'appelait Mélanie et de mon quartier au fait. Et c'est vrai que Mélanie, ça lui a fait du bien parce que Mélanie, bon, était une fille qui avait quelques problèmes au fait familiaux, des problèmes avec son père et des problèmes avec sa mère. Mélanie, au fait, c'était une métisse comme moi. C'était une métisse comme moi, un peu plus claire que moi. Et sa maman était française et son père était ivoirien. Et Mélanie avait des problèmes un peu dans sa vie familiale avec ses parents. Et donc c'est vrai que le fait d'aller pouvoir faire de la danse classique, vraiment ça a transformé la vie de Mélanie et ça lui a vraiment permis de se sentir vraiment bien dans son corps et d'être mieux. Et donc, au fait, Mélanie et moi, on allait au cours de danse classique. Et donc, on était trois Africaines, au fait, parce qu'il y avait Mélanie, il y avait moi au départ, après il y avait Mélanie, et il y avait une Sénégalaise de Dakar également qui était venue dans le cours. Une Sénégalaise qui, par contre, elle était complètement foncée, hein, elle était complètement noire. Et c'était la seule Africaine dans le cours avec moi et puis Mélanie. Et c'était vraiment un challenge pour nous en tant qu'Africaines comme ça de venir faire de la danse classique, de venir comme ça dans un cours de danse classique où on n'était que les seules Africaines et que tout le reste c'était vraiment que des Européennes. Et à cette époque, au fait, quand j'ai commencé la danse classique, je ne m'imaginais pas, on était très loin de s'imaginer de la grande danseuse qui allait sortir des années plus tard. Et en même temps, c'est vraiment une grande victoire sur la vie. C'est qu'aujourd'hui, si vous savez qu'une des plus grandes danseuses de danse classique dans le monde, c'est une africaine. C'est une noire de la Sierra Leone, une femme noire de la Sierra Leone, une africaine, qui est une des plus grandes danseuses de danse classique au monde et qui, en tant que femme noire, a réussi à s'imposer dans le monde de la danse classique. Je commençais la danse classique en Côte d'Ivoire. Je commençais la danse classique en Côte d'Ivoire et des années après, une des premières danseuses, une des plus grandes danseuses de danse classique au monde, c'est une femme africaine, une femme noire qui s'appelle Michaela de Prince, une femme originaire de la Sierra Leone. Et rien que pour son histoire, rien que pour cette histoire dramatique, cette histoire pathétique, cette histoire au départ qui est triste, mais qui se termine bien, je ne regrette pas du tout d'avoir fait de la danse classique. Alors je vais vous raconter l'histoire de Michaela de Prince.
L'histoire de Michaela de Prince, c'est le parcours d'une petite combattante qui, passant du statut d'orpheline en Sierra Leone en pleine guerre, se retrouve aujourd'hui au premier rang d'une des plus grandes danseuses de danse classique au monde. À l'époque de l'enfance de Michaela de Prince, c'était la guerre civile en Sierra Leone et Michaela de Prince vivait avec ses parents. Et malheureusement, son père sera assassiné pendant la guerre civile en Sierra Leone et sa mère également va mourir de faim parce qu'avec la guerre, il manque du ravitaillement, il manque de la nourriture et plein de choses. Dans n'importe quel pays du monde, de toute façon, que ça soit en Europe, que ça soit n'importe où, quand il y a des guerres en général, il y a toujours des gens qui meurent de faim, des gens qui n'ont pas d'eau. Donc c'est pas seulement propre à l'Afrique, hein, c'est une situation qu'on a eue ici, même à la Seconde Guerre mondiale aussi, il y a des gens qui sont morts de faim et qui n'avaient pas de nourriture. Parce que souvent quand on parle de guerre, on croit toujours qu'il n'y a qu'en Afrique au fait, mais non, il n'y a pas qu'en Afrique. Même en Europe, quand il y a des guerres, certains conflits, il manque de la nourriture. Le fait de manque de nourriture, c'est pas une histoire qui est forcément propre à l'Afrique. Et Michaela de Prince perd ses parents. Elle perd ses parents et elle se retrouve orpheline et elle est placée par son oncle dans un orphelinat. Et il se trouve au fait que Michaela de Prince n'est pas bien traitée, elle n'est pas bien traitée, pas très respectée en tant qu'orpheline. Vous savez déjà quand vous êtes un enfant normal, hein, enfin normal, je veux dire quand vous êtes un enfant, hein, dit par la société dans la norme, vous n'êtes pas forcément toujours respecté. Alors imaginez quand vous êtes orphelin, je pense que c'est multiplié par 4 et que la situation est encore pire. Donc Michaela de Prince ne sera pas respectée, elle manquera de nourriture et elle se retrouve au fait stigmatisée parce qu'elle a une maladie de peau. Michaela de Prince a une maladie de peau qu'on appelle le vitiligo. Le vitiligo, au fait, c'est une maladie de peau qui existe aussi bien chez les personnes africaines que même chez les personnes européennes. Le vitiligo, au fait, c'est une maladie de dépigmentation. C'est-à-dire que vous avez votre peau qui s'arrache, et donc vous perdez votre pigmentation et vous n'avez plus votre pigmentation et vous vous retrouvez avec des taches blanches partout. Donc des fois ça peut prendre au niveau du cou, ça peut prendre au niveau du visage, ça peut être les mains, les pieds, etc. Et donc le vitiligo, c'est une maladie de la dépigmentation qui existe chez les noirs mais aussi chez les blancs. Il y a aussi des blancs qui ont cette maladie, sauf que chez les blancs ça ne se voit pas vraiment parce qu'ils sont déjà blancs. Donc s'ils ont la peau qui s'arrache, ça va moins se voir que forcément une personne qui est noire, hein, et qui a la peau qui s'enlève, ça va être beaucoup plus visible que chez une personne qui est blanche. Michaela de Prince a le vitiligo. Et donc, elle se retrouve aussi un peu stigmatisée par sa maladie parce que non seulement elle est orpheline, elle n'a plus ses parents, elle est dans la pauvreté, hein, plus rien, la guerre, et en plus, elle a le vitiligo. Donc, il y a des gens qui la regardent un petit peu de haut, vous comprenez, ce n'est qu'une petite enfant, une petite orpheline, voilà, une personne qui n'est pas respectable pour certains, hein, certains comme on a dans la société. Voilà, dès que vous êtes un petit peu faible, hein, que vous avez un petit problème, ça y est, vous n'êtes plus une personne respectable, vous ne méritez pas le respect. Ça, c'est des mentalités, malheureusement, des mentalités qui existent aujourd'hui encore, et c'est même pas qu'en Afrique, hein. Rassurez-vous, c'est partout, hein. Même en Europe, même chez les Blancs, en Europe, cette mentalité-là, ça existe. C'est une mentalité, au fait, qu'on trouve sur toute la planète, et c'est pas propre au continent africain. Donc, Michaela de Prince s'enfuit. Elle va s'enfuir parce qu'elle n'en peut plus, la petite. Et donc, elle va s'enfuir dans un camp de réfugiés. Et Michaela de Prince se fait remarquer par un couple d'Américains qui se trouve en Sierra Leone. Michaela de Prince se fait remarquer par un couple d'Américains. Et quelque temps après, elle sera adoptée par ce couple d'Américains. Ce sont des Américains de confession juive, donc c'est un couple d'Américains de confession juive qui remarque cet enfant, cette orpheline, et qui la trouve, qui pense que cet enfant a un avenir et que cet enfant peut faire quelque chose et que elle
elle pourrait peut-être avoir une autre vie que d'être en Sierra Leone en pleine guerre et où il n'y a pas d'avenir au fait. Parce qu'il n'y avait pas d'avenir, il n'y avait pas d'horizon, il n'y avait aucun avenir. C'était la guerre, c'était le néant total. Et donc ce couple d'Américains décide d'adopter Michaela de Prince. Donc Michaela de Prince va être adoptée par ce couple d'Américains. Et la petite Michaela de Prince va se trouver une vocation qui est la danse classique. Dans l'enfance, on est souvent influencé par des images qu'on a vues. Quand on est enfant, on est souvent influencé par des choses qu'on voit, par des images, des choses qui nous marquent. Et souvent, ce qu'on voit dans l'enfance, que ça soit même des livres pour enfants, eh ben, des fois, le cerveau enregistre et on peut être influencé de façon positive par des choses positives que l'on voit quand on est enfant. C'est le cas de Michaela de Prince, par exemple. Sa vocation lui vient d'une photo, de la photo d'une jeune danseuse qu'elle a vue sur une couverture de magazine. Et donc, après avoir vu la photo d'une jeune danseuse de danse classique sur la couverture d'un magazine, Michaela de Prince a trouvé ça beau et en même temps, elle était inspirée. Et elle s'est dit, mais la danse classique, pourquoi ça ne serait pas pour moi ? Pourquoi la danse classique ne serait pas pour moi? Justement, je suis une jeune fille noire. Et pourquoi en tant que jeune fille noire, je ne me lancerais pas le challenge de devenir une des plus grandes danseuses de danse classique dans le monde? Et Michaela de Prince, au fait, s'est vraiment lancé ce défi. Elle s'est dit en tant que jeune fille noire, dans la danse classique, on voit que des filles européennes. Et pourquoi moi, en tant qu'Africaine, en tant que femme noire, je ne pourrais pas également avoir ma couverture dans un magazine et devenir une des plus grandes danseuses de danse classique au monde. Donc c'est ainsi que Michaela va réaliser vraiment son rêve, mais c'est pas seulement un rêve, parce que le rêve, c'est facile de rêver quelque chose, mais après de passer à l'action, là, ça se complique. Donc, malgré les nombreux obstacles, Michaela vraiment va se battre pour atteindre son objectif de devenir une grande danseuse de danse classique. De rêve, au fait, ça va passer à un vrai objectif, un vrai projet vraiment qu'elle a visé, un vrai objectif. Et elle va rassembler tous les outils qu'il faut, c'est-à-dire sa volonté, son courage, son travail aussi acharné pour atteindre cet objectif, parce que vous savez que la danse classique, ça demande aussi beaucoup de rigueur, beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement. Déjà même pour nous qui ne sommes pas à l'opéra par exemple, pour nous qui ne sommes pas des professionnels de l'opéra mais qui dansons comme ça pour notre propre plaisir, pour nous qui dansons pour notre propre plaisir, qui ne sommes pas des professionnels mais qui dansons pour notre propre plaisir, déjà c'est dur parce qu'on a des exercices à faire. Pour danser, des fois il y a des parties du corps à muscler. Mais quand je dis muscler, c'est pas faire des haltères, avoir des gros bras. C'est vraiment au fait muscler les muscles du corps. Quand vous faites de la danse, il y a des parties, par exemple au niveau du ventre, il y a des muscles qui doivent être musclés. Si vous voulez, il y a des mouvements, par exemple, que vous allez faire. Si votre dos n'est pas musclé, si vous n'avez pas de muscles, si vos jambes ne sont pas musclées, si vous n'avez pas musclé votre ventre, vous ne serez pas à l'aise au fait pour faire de la danse et vous n'allez pas être bien dans votre corps et ça ne va rien donner du tout. Et vous savez que les danseurs, souvent, c'est des gens qui travaillent leur corps. C'est des gens qui font plusieurs heures de yoga par jour, qui musclent leur ventre, qui musclent leurs jambes, qui se musclent de partout, qui musclent leur dos. Parce que, par exemple, il y a certains mouvements que vous allez faire, même en gym, si votre dos n'est pas musclé, vous allez vous claquer le dos. Par exemple, le mouvement, par exemple, je sais pas, ça s'appelle la charrue, je sais pas quoi, la charrue arrière ou la roue arrière, par exemple. Moi, je la fais souvent parce que ça me fait du bien, ça débloque mon dos. Et ce mouvement-là, par exemple, si vous n'êtes pas musclé au niveau du dos, vous allez vous claquer le dos. Ne serait-ce que vous balancez comme ça, si vous n'avez pas préparé votre dos, que vous ne travaillez jamais votre corps, et qu'un jour comme ça, vous décidez par hasard comme ça d'aller faire de la gym, vous allez revenir avec des douleurs, des claquages, et au fait ça va être normal, parce que vous n'avez pas l'habitude de travailler votre corps. Et donc le corps, ça se travaille. Et même ces danseurs-là, ces danseurs qui font de la danse classique, c'est des gens qui font beaucoup de gym, qui font beaucoup de sport, qui travaillent beaucoup. Donc Michaela a rêvé de devenir une danseuse de danse classique, mais elle n'a pas seulement rêvé, elle a aussi travaillé dur pour arriver à ce qu'elle veut. Et elle réussit à obtenir une bourse d'études pour faire son école de danse classique. Elle réussit à obtenir une bourse d'études parce qu'elle a participé au fait au Grand Prix d'Amérique. Et le fait d'avoir participé au Grand Prix d'Amérique, ça lui permet de rentrer dans une grande école qui s'appelle Jacqueline Kennedy Onassis.
donc une école de danse, une grande école de danse, et Michaela va pouvoir entrer, va pouvoir obtenir une bourse, parce que c'est vrai que ça coûte très cher ces écoles-là, c'est pas forcément donné à tout le monde financièrement. Et donc Michaela va réussir à obtenir une bourse pour entrer dans cette école, et elle a également ses parents qui vont la suivre derrière aussi, bien sûr l'encourager dans ce qu'elle fait, hein, puisque ce sont ses parents adoptifs, qu'elle n'a plus de parents et qu'elle n'a que ses parents adoptifs au fait pour la soutenir. Alors, Michaela va se faire connaître. Michaela va se faire connaître par un documentaire qui s'appelle First Position. Donc, un documentaire qui montre comment de orpheline de guerre, hein, orpheline de guerre et sans parents en Afrique, comment on peut se retrouver au premier plan et devenir la plus grande danseuse, la plus jeune et la plus grande danseuse au monde de danse classique. Donc, dans le documentaire First Position, c'est un documentaire au fait qui parle de la préparation au Grand Prix d'Amérique. C'est un documentaire qui montre des jeunes danseurs, des danseuses, filles et garçons et danseurs qui se préparent au fait, qui se préparent à assurer leur carrière au fait de danseurs classiques. Et donc on voit les jeunes, dans le documentaire, on voit les jeunes. C'est un documentaire d'ailleurs qui est sur YouTube que vous pourrez suivre. Le documentaire s'appelle First Position. Et dans le documentaire, au fait, on voit des jeunes danseurs qui se préparent. Donc on les voit vraiment en répétition. On voit des danseurs qui se préparent pour le Grand Prix d'Amérique. Donc ce documentaire parle bien sûr du parcours de Michaela de Prince et de comment on s'entraîne quand on est un danseur de danse classique et comment ces jeunes-là ont trouvé leur vocation, comment ils vivent leur vie de danseur et comment ils s'entraînent pour le Grand Prix d'Amérique. Donc c'est vraiment un super documentaire qui a été fait en 2011 ou qui est passé en 2011 et c'est un documentaire qui a permis également de faire connaître Michaela de Prince. Et Michaela a également écrit un livre qui s'appelle Taking Flight. Et la traduction en français, c'est Orpheline 27. Orpheline 27. C'est le livre de Michaela de Prince où elle parle de son parcours, où elle parle de sa vie, de son parcours depuis sa situation d'orpheline en Sierra Leone jusqu'à devenir une des plus grandes danseuses de danse classique au monde. Et ce livre, Michaela l'a fait avec sa maman Hélène de Prince, avec sa maman adoptive, en collaboration avec sa maman adoptive. Et donc Michaela de Prince parle de sa vie. Et ensuite, il y a un film qui a été fait sur l'histoire de Michaela de Prince par Madonna. La chanteuse Madonna a réalisé un film sur Michaela, sur le parcours de Michaela de Prince, parce que Madonna a été tellement fascinée au fait et tellement impressionnée par le parcours de Michaela de Prince et qu'elle a trouvé que c'était vraiment un super parcours que Madonna tenait absolument à faire le film sur Michaela de Prince et à présenter ce long métrage. Et je trouve aussi que c'est une très bonne initiative de Madonna, en tout cas d'avoir voulu vraiment réaliser ce film, parce que je trouve vraiment que c'est une très belle histoire, c'est une histoire de courage, une histoire de volonté, une histoire de dire que dans la vie, on s'en sort toujours et qu'il ne faut jamais se décourager et qu'il faut toujours se battre jusqu'au bout et que même dans la misère, dans le plus grand retranchement, dans la plus grande misère morale, on peut toujours s'en sortir dans la vie. Après, c'est pas forcément facile, ça c'est clair. Il faut reconnaître que c'est pas facile. Déjà, quand on n'a pas de parents, quand on n'est pas orphelin, déjà la vie n'est pas facile. Mais imaginez quand vous êtes orphelin et quand vous n'avez pas de parents, là c'est encore pire. Je dirais que c'est multiplié par 4. Et donc c'est vraiment une histoire vraiment de courage qui montre dans la vie, il ne faut jamais se décourager, il ne faut jamais se suicider, quoi qu'il arrive, il faut tenir bon et on s'en sort toujours. Vraiment, quand on veut s'en sortir et vraiment, quand on se bat pour s'en sortir, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait personne qui vous remarque, qu'il n'y ait personne qui vous tende la main si vous avez vraiment envie de réussir dans quelque chose. Il ne faut, bon bien sûr, il ne faut pas faire confiance à n'importe qui. Il ne faut pas donner sa confiance non plus à n'importe qui, parce que je vous cache pas que sur votre route, vous allez rencontrer des gens bien, mais vous allez rencontrer des gens qui ne vous souhaiteront pas forcément de réussir et d'être heureux. Donc, vous allez sur votre route rencontrer toutes sortes de personnes, mais vraiment, si vous avez des personnes de confiance, dites-vous que dans la vie, vous pouvez toujours vous en sortir. Par vous-même et aussi par des gens qui sont là pour vous aider. Après, le plus dur, c'est de trouver vraiment les bonnes personnes et les personnes à qui vous pouvez faire confiance. Parce que malheureusement, il faut savoir bien sûr qu'on ne peut pas faire confiance à tout le monde sur la Terre. Parce que nous sommes sur la Terre et nous ne sommes pas bien sûr au paradis.